Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Contre-champ, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui décrypte les conditions de production et les processus de création de ce qui nous est donné à lire, voir ou entendre. Aujourd'hui, c'est du Festival de Cannes dont nous parlons, mais rassurez-vous, si vous êtes comme moi fatigué par avance de l'intense propagande médiatique autour de films que vous ne verrez que cet automne, autour de stars dont vous n'avez pas grand-chose à faire, ou autour de soirées auxquelles de toute façon vous ne pourrez pas aller, ce n'est pas de ça dont nous parlons aujourd'hui. Parce que Cannes, c'est aussi une machine complexe dont il est important de comprendre les rouages, c'est aussi une vision du cinéma mondial, et ce sont des enjeux esthétiques, politiques, mais aussi économiques assez conséquents. Pour en discuter, je suis en compagnie, comme d'habitude, d'Olivier Alexandre. Bonjour. Bonjour. Dont je signale qu'il publie un ouvrage qui s'intitule « La règle de l'exception » sur l'écologie et l'économie du cinéma français, où il est notamment question du Festival de Cannes. Et je suis en compagnie de Thierry Frémaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous délégué général du Festival de Cannes et je vous remercie d'être venu dans nos locaux à quelques temps du grand événement. Alors peut-être d'abord une question liminaire pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Comment un gamin grandi aux Minguettes parvient à devenir délégué général du Festival de Cannes alors que, on le voit et on le sait si on lit le livre d'Olivier Alexandre, le cinéma est de plus en plus un territoire de fils d'eux et de filles d'eux. Alors d'abord, parce que je défendrai beaucoup le cinéma dans notre conversation, le cinéma est un territoire de fils d'eux, oui, mais ça c'est plus que chez les bouchers, chez les notaires et chez les médecins. Vous dites pas plus ? Non, ça se fait autant. Tu confirmes ? Mais on en parlera. Mais non, mais on peut en parler. Mais le cinéma, c'est plusieurs choses. C'est les artistes, où effectivement, il y a une représentation relativement standard de fils d'eux et d'héritiers. Par contre, ils sont plus visibles, parce que tout de suite, il y a un soupçon de la réussite et de la connivence. Après, une autre question est de savoir qui gère le cinéma, qui sont les producteurs et les administrateurs culturels aussi. En l'occurrence, il y a une filière d'insiders assez classique, qui est Sciences Po, l'ENA, le CNC, et qui permet d'occuper les places de décision dans ce secteur. Absolument. Et pour revenir à votre question, moi qui suis un provincial, et en plus je suis de la province, c'est-à-dire que je ne suis pas de Lyon, mais je suis de Vénissieux. Et à Vénissieux, je suis des Minguettes, c'est-à-dire de ce qu'on appelait autrefois les ZUP, avant qu'on généralise ça sous le nom de cité. Et la question est beaucoup là, c'est-à-dire que le cinéma français est très centralisé et très parisien. Bon. Donc moi j'ai grandi aux Minguettes, j'étais cinéphile, et quand on est cinéphile dans ce pays, qu'on aime vraiment ça, il y a toujours de quoi nourrir une passion, ce qui a été mon cas, d'abord comme spectateur, puis comme bénévole à l'Institut Lumière, lorsque l'Institut Lumière a été lancé au tout début des années 80. J'ai travaillé là-bas 8 ans, je faisais ma thèse d'histoire, ma maîtrise. J'avais fait une maîtrise d'histoire sur les origines lyonnaises de la revue Positif, qui est née à Lyon en 1952. Et puis ensuite, j'ai intégré l'Institut Lumière comme salarié, puis j'en suis arrivé le directeur. C'est là que, des années après le centenaire du cinéma, en 2001, on m'a proposé de succéder à Dominique Paigny à la Cinémathèque française, et j'ai refusé. Pour répondre à votre question, ça s'est fait de façon assez simple. Pour le résumer et le dire de façon un peu fleur bleue, ça s'est fait par la passion, quoi. Ça s'est fait par le fait que quand on aime ça, le cinéma, on finit toujours par s'y retrouver. Alors, j'aimerais qu'avant que vous nous expliquiez exactement le rôle d'un délégué général du Festival de Cannes, on regarde un extrait de votre première année. Vous étiez à l'époque délégué artistique, c'est à peu près la même chose. Et c'est grâce à un extrait de l'INA. À tout à l'heure. Quel générique de fin, mais c'est un modèle. Je vais vous demander de me laisser passer, puisque je dois aller voir l'équipe. Je suis le responsable du festival, là, vous voyez. On vous voyait subir là, pour votre première année, ce que subissent beaucoup de gens à Cannes. J'imagine que depuis, ça a changé. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un délégué général ? Parce qu'on vous voit dans cet extrait plus large passer de faire le son dans la salle, gérer le fait que Abel Ferrara a raté son avion parce qu'il était bourré, faire les plans de table, gérer la sélection, c'est quoi ? Alors, au moment où nous nous parlons, nous venons d'accomplir une phase qui est fondamentale, qui est la préparation de la sélection. Donc là, je fais mon métier de spectateur professionnel, si j'ose dire, et je ne suis pas tout seul, il y a des gens qui m'entourent, des comités de sélection. Mais après, une fois qu'on est à Cannes, le métier, c'est d'organiser l'événement. C'est pour ça que, même si je reste toujours sensible à l'idée que les gens aiment les choix qu'on a faits,
Et je fais très attention à savoir si telle ou telle hypothèse de programmation est valide ou pas. N'empêche que la chose la plus importante pour nous, c'est que l'événement se passe bien. On accueille des dizaines de milliers de gens et il faut qu'ils soient reçus dans les meilleures conditions, que les projections aient lieu, que les projections soient de qualité, que le son, en effet, soit bon, que l'image soit belle. Et moi-même, et évidemment, les équipes qui travaillent avec nous, on doit veiller à tout ça, à la sécurité, par exemple. Alors, à l'extrait, évidemment. Oui, maintenant, ils ne sont plus comme ça en apparat. Enfin, il n'y a plus ça. Il y a moins de policiers parce que le ministère de l'Intérieur fait les économies, mais ça reste quelque chose auquel on tenait parce qu'il y a quelque chose de l'image de la République, de l'image du pays qui s'installait à Cannes comme ça, et c'est des choses auxquelles on tient pas mal. C'est-à-dire qu'une sorte d'exigence, de solennité. Bon, il paraît qu'on ne s'habille plus pour aller à l'opéra à Milan, et ben on s'habille encore pour aller à Cannes et mettre des smokings. Et je me souviens que José Bové, quand il est venu pour le film sur le Larzac qu'on avait montré, était en smoking. Et ça, c'est important. Et non, mais j'avais été étonné, j'avais dit José en smoking. Il fait ah oui, je suis invité, je respecte les codes des sociétés dans lesquelles je suis invité. Et c'est un peu ça. Moi-même, je ne porte pas le smoking en dehors des marches. D'ailleurs, nous, on ne dit pas le smoking, on dit toujours que c'est notre bleu de travail et c'est ça nos codes. Et donc voilà, être délégué général, c'est s'occuper de tout, quoi. Et moi, en plus, j'ai cette formation. Le président. Le président, alors il y a le président Jacob n'a pas la même activité que le nouveau président Pierre Lescure, parce que Gilles Jacob avait fait le métier que je fais actuellement bien avant moi. Donc il était au cœur de la machine cannoise. Et ce qu'on peut dire aussi par rapport à Pierre Lescure, c'est qu'il représente relativement une nouveauté par rapport à la tradition de la présidence cannoise, puisque habituellement, on parlait tout à l'heure d'administrateurs, c'était vraiment des gens du sérail, passés soit par l'opéra, soit par les grands corps de l'État qui occupaient cette direction. Avec Gilles Jacob, déjà, il y avait une relative variation, puisqu'il s'agissait d'un cinéphile qui était passé par, comme délégué général. Et du coup, ce qui pouvait sûrement poser des problèmes, que vous avez dû expérimenter pendant une quinzaine d'années, de la bonne distance et de la bonne complémentarité dans le ticket, qui en l'occurrence était un petit peu quasiment naturel, puisqu'on avait affaire à deux humeurs, voire deux corps assez différents. On sait que les couples, comme nous l'apprennent le cartoon, doivent être complémentaires, à la fois d'un point de vue moral et puis aussi de caractère. Là, avec Pierre Lescure, on a à la fois quelqu'un qui ne vient pas vraiment de l'administration, même s'il vient de la direction de Canal+, en l'occurrence, et en même temps qui a un côté beaucoup plus charnu, beaucoup plus charnel, beaucoup plus gourmand, un peu de la position que vous instaurez. Vous parlez de passion aussi tout à l'heure, mais également de gourmandise, on pourrait dire ça. La question, c'est comment on est, comment on se développe, comment on s'anticipe cette complémentarité au sein du ticket. Non, mais depuis que Pierre est là, comme en effet, comme vous dites, c'est un homme de contenu, et lorsqu'il a dirigé Canal+, il a donné le sentiment, qui est une vérité pour ce qui le concerne, d'une gourmandise culturelle. Comme président à Cannes, ce n'est pas le cas. D'abord, il y a toujours cette chose qui suscite beaucoup de questionnements, et nous, on aime bien ne pas répondre, parce qu'on aime bien finalement que ça continue d'être rester mystérieux. Mais je vais essayer quand même de vous le dire. C'est-à-dire, en gros, il y a la sélection. Et la sélection, c'est qui l'a fait, qui a le final cut. Et c'était Gilles Jacob lorsqu'il était délégué général. Nous l'avons fait à deux pendant les 3 premières années, en 2001, 2002, 2003. Et puis à partir de 2004, j'ai eu le final cut. Et Gilles Jacob n'est plus jamais intervenu sur les films, même lorsqu'il subissait des pressions, parce qu'il y a toujours des gens qui passent par le président pour tenter d'infléchir la position du délégué général. C'est d'ailleurs toujours... Et ça, ces pressions, elles marchent des fois ? Non. Jamais ? Non. Ouais, Vous savez, non, jamais. On se trompe assez souvent de bonne foi pour y ajouter des erreurs qui ne viendraient pas de convictions profondes qu'on peut avoir. Donc non, ça ne marche pas. Et ça marche encore moins quand ce sont les pressions qui viennent du pouvoir. D'ailleurs, ça amusait quand même Gilles Jacob, même si parfois il pouvait donner l'impression qu'il en jouait. Ça amuse aussi Pierre Lescure. Et beaucoup de gens ont cru d'emblée, dès sa nomination, il y aura des problèmes entre les deux, des problèmes de pouvoir, parce que Pierre Lescure va vouloir se mêler de la sélection. Pierre Lescure ne se mêle pas de la sélection. La gourmandise de Pierre Lescure,
du moins dans les propos des journalistes qui ont assisté à sa conférence de presse, elle semblait aussi commerciale. C'est-à-dire qu'il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait de nouveaux sponsors comme Mastercard, comme Kering, le groupe de François Pinault. On entendait aussi parmi les journalistes dire bon, bah, finalement ce jury avec beaucoup d'actrices, il ressemble plus à un plateau de nulle part ailleurs qu'à un jury de Cannes. Est-ce qu'on va vers un festival plus paillettes et marché, même si ça a toujours fait partie de Cannes? Non, les journalistes, je ne vais pas faire de généralité, mais font des cases et après tentent de faire rentrer l'argumentaire dans les cases qu'ils ont prédéfinies. Donc les gens ne voient de Pierre Lescure... Ça s'appelle la mémoire aussi. Oui, mais les gens ne voient de Pierre Lescure que ce qu'il est, que ce qu'il a longtemps été, ce qu'il incarne, c'est-à-dire avoir été président de Canal+. Il n'est pas là parce qu'il a été président de Canal+, il n'est pas là parce qu'il est l'ami de François Hollande, il est là parce que c'est un homme de culture, c'est un journaliste qui, depuis des années, et bien avant que l'aventure Canal+, le fixe un peu dans cette image, et y compris dans un Canal+, lié au Festival de Cannes. Par exemple, quand il est arrivé, il était question de renégocier l'accord de partenariat qu'on a avec Canal+. Il n'est pas intervenu en tant qu'ex de Canal+, voulant privilégier ou ne voulant pas se fâcher avec la chaîne à laquelle il est attaché. Et donc voilà, non, il a parlé de ça, Gilles Jacob aurait pu le faire, parce qu'il se trouve que, et c'était important de le dire, que le festival continue à attacher à lui du partenariat privé, ce qui lui permet d'alimenter ses caisses et de continuer à survivre. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Cannes est un événement relativement particulier de ce point de vue-là, puisqu'à la fois c'est le principal festival de cinéma d'art, mais c'est aussi un marché extrêmement important. Et de ce point de vue-là, la figure que vous incarnez du Festival de Cannes et les films que sont la compétition officielle est une toute petite dimension du flux d'images qui va être projeté à Cannes, mais vraiment petit, c'est moins de 10%, peut-être 5%, puisqu'il y a toutes les compétitions, l'officiel, c'est 3 sélections différentes. Il y a les sélections parallèles, la quinzaine, la semaine de la critique, l'Acide, et puis après il y a tout ce qui se passe de façon souterraine. Et là je parle au sens propre et au sens figuré, puisque au Palais des Festivals, le niveau -1, c'est le niveau du marché, qui représente peut-être 30% des échanges commerciaux sur la planète en termes d'images, où là, on n'a pas tout à fait affaire à l'avant-garde du cinéma, mais au tout venant commercial, parfois dans ses formes les plus petites. Alors cette part-là, elle est moins médiatisée. Moi, quand même, ce qui me surprend, il y avait les chiffres du festival, il y a près de 5000 journalistes accrédités. C'est un chiffre qui a été multiplié par 5 en 40 ans. Est-ce que c'est pas surdimensionné? Est-ce que vraiment ça vaut ça ou est-ce que c'est une bulle médiatique et communicationnelle? Ah non, si on pose la question du style est-ce que ça les vaut? Oui, c'est-à-dire qu'il y a de quoi. Il y a de quoi alimenter. Moi, je le verrais d'une autre manière. Bien sûr, c'est beaucoup, je suis d'accord. Des journalistes n'arrivent plus à rentrer dans les salles parfois parce qu'il y a... Bon. Mais en même temps, c'est le seul moment de l'année où la critique est privilégiée, est favorisée, où le journalisme retrouve droit de cité. C'est-à-dire, par exemple, les journalistes voient les films avant le public, avant les professionnels. C'est même leur territoire. C'est même leur territoire. Des critiques à Cannes, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Et il y a quand même une presse exemple qui envoie 6 journalistes à Cannes pour faire oui, mais ça, couvrir les 15 jours de festival. Voilà, alors ça, on ne va pas porter non plus tous les maux du monde, et donc ça, c'est le problème des gens en question. Mais nous, par exemple, depuis quelques années, on invite plus de journalistes, de petits journaux, de petits pays, parce qu'en effet, il y a des problèmes économiques, et qu'on tient au caractère très universel, voire universaliste de Cannes, et très mondial. Donc, on favorise beaucoup la présence des journalistes, et pas seulement parce que on s'y retrouverait, parce que ça veut dire que les gens écrivent plus sur Cannes, mais il y a tout. Et en effet, il y a la dimension artistique, il y a la dimension marché, il y a les dimensions auteur, il y a les dimensions glamour. C'est l'addition de tout ça qui fait que Cannes est Cannes. Alors après, on peut discuter sur pourquoi faut-il un festival de Cannes. Souvent, on nous pose la question, à quoi sert le festival de Cannes? Ce à quoi je n'ai pas de réponse, pas plus que à quoi sert Mediapart. Et précisément, on pourrait peut-être le prendre de ce point de vue-là, parce que vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'inviter des journalistes qui viennent de petits pays éventuellement, et en même temps de conserver une dimension universaliste du cinéma. Et de ce point de vue-là, la fonction de délégué général est un petit peu ambiguë, puisque vous parliez du smoking tout à l'heure, qui correspond à une sociabilité de casino, qui est l'origine du Festival de Cannes, mais qui correspond aussi au corps diplomatique. Et de ce point de vue-là, le délégué général est à la fois le diplomate du cinéma, mais aussi de la France par rapport au cinéma, ce qui l'amène à régler un jeu extrêmement fin, notamment en ce qui concerne les plans de table, pour le journalisme, pour les films, pour le jury. Oui, mais ça, ce serait valable si, et c'est là que se situe le cœur de Cannes, ce serait valable si nous cédions à
des codes ou des critères pour sélectionner les films qui n'auraient pas de lien avec la qualité propre des films. Par exemple, prenons cet exemple, en effet, de la question diplomatique. Moi, j'ai coutume de dire que je suis d'une certaine façon une sorte d'ambassadeur, de ministre mondial du cinéma. Bon. Et je suis le seul, ma fonction, bien entendu, à exercer cette charge, parce que les Oscars, c'est américain, c'est anglo-saxon. Donc Cannes est la seule instance mondiale du cinéma. Sur le cinéma chinois, par exemple, ou sur un certain nombre d'autres types de cinéma. Les films que nous prenons, sur le cinéma russe, pour le film de Zagintsev, Léviathan de l'an dernier, sont choisis pour des questions et des critères artistiques. Et ça énerve un petit peu les autorités locales que nous ne prenions pas les films dont eux souhaiteraient qu'ils soient montrés parce qu'ils seraient la vitrine. Ce qui était le cas à l'origine du Festival de Cannes. En gros, jusqu'aux années 70, c'était les pays qui... Oui, jusque dans les années 70, c'est les pays qui envoyaient les films. Bon. Sans se tromper beaucoup d'ailleurs, hein, parce que les sélections des années 60, 50 étaient belles. Mais un jour, le Festival de Cannes a dit, bon, à partir de maintenant, c'est nous qui décidons de choisir les films. Et rien d'autre, encore une fois, que les critères purement artistiques, à tort ou à raison, ne nous font agir. C'est comme ça qu'on sélectionne les films. Et donc on parvient à cet équilibre qui fait qu'en effet, au marché, les autorités, disons, chinoises, pour parler de la Chine, font leur business, sont là, et acceptent le principe que la sélection, c'est autre chose. Mais c'est valable aussi pour les studios américains. J'ai coutume de dire qu'ils nous envoient des gros films, et à la fin, ils savent qu'ils perdront devant un film social belge. Et c'est le cas. Ils savent et ils respectent ça énormément. C'est-à-dire que l'idée que Cannes est là pour mettre sur la table une fois par an, et nous ne sommes pas tout seuls, Berlin le fait, Venise le fait, etc. Mais disons que Cannes, évidemment, est le plus grand festival du monde, nous posons sur la table les nouvelles formes de la création cinématographique. Et c'est ça, et non pas l'argent, et non pas le glamour, qui guide nos choix. Mais le glamour, c'est important parce qu'à 19h, il y a beaucoup de photographes pour photographier Nicole Kidman. Mais à 22h, les mêmes photographes sont là pour photographier les acteurs d'un film rare, hongrois ou mexicain. Alors vous avez commencé à répondre, mais la question à quoi sert le Festival de Cannes, on pourrait la poser autrement. Vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même une grosse machine avec des nécessités de gros partenariats. Le budget total, c'est à peu près 20 millions d'euros, dont la moitié sur fonds publics. Ça les vaut ? Oui, ça les vaut. Si on prend d'abord du point de vue du retour économique des choses, ça les vaut beaucoup. Que vous fixeriez à quel niveau ? On ne sait pas, j'aimerais beaucoup. Bon, on dit que le retour d'économie dérivée pour la seule ville de Cannes et son environnement proche, c'est plus de 60 millions d'euros. Et ça les vaut évidemment, comme vous disiez, les échanges commerciaux mondiaux, c'est à Cannes qu'ils se font. Donc après, on peut se dire à quoi sert le cinéma, plus largement qu'à quoi sert le Festival de Cannes. Mais dès lors qu'on considère que le cinéma fait partie de nos vies, est important dans nos vies, comme le sont la littérature ou la musique, le Festival de Cannes est surtout là et sert essentiellement à mettre une fois par an le cinéma au cœur de la planète. Mais comment il se fait cet équilibre argent privé, argent public ? C'est à peu près la moitié-moitié, mais c'est quoi du coup les deals avec les gros sponsors, type Renault, L'Oréal ? Alors bizarrement... Nous, à Mediapart, on s'intéresse beaucoup à L'Oréal, par exemple. Oui, très bien, mais on peut en parler. Ils mettent combien et qu'est-ce qu'ils ont en échange ? Non, mais nous, par exemple, nous sommes des tenants... Alors c'est drôle parce qu'à Lyon, je m'occupe de l'Institut Lumière et les collectivités territoriales sont étranglées, les mairies, etc. Donc l'argent public baisse. Et puis dans nos métiers, et pas tellement au cinéma, mais dans d'autres disciplines, il y a eu beaucoup d'excès sur donnez-moi de l'argent public, ça m'est dû. Alors que je crois quand même que l'argent public peut aussi servir à des choses parfois plus importantes. Et il y a eu beaucoup d'excès. Et nous, comme vous, Mediapart, vous avez besoin de trouver des ressources, vous avez besoin de trouver votre autofinancement pour continuer à survivre. Oui, mais nos lecteurs peuvent nous acheter. Oui, mais absolument. Mais nous, à Lyon, on a des gens qui payent leur place. Et c'est comme ça que l'Institut Lumière a pu se développer, pas grâce à l'argent public, puisque, pour donner un chiffre, l'Institut Lumière s'est développé à 123% de son budget, avec une augmentation seulement, depuis 10 ans, de 6% de l'argent public. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui, moi, en tout cas, me tient à cœur, c'est de ne pas donner dans le public le sentiment, de ne pas créer d'abord une espèce de poujadisme, regardez ces gens de la culture qui prennent l'argent public pour des œuvres chiantes que personne ne va voir. Ça n'est pas vrai. Bon. Mais à l'inverse,
à Cannes, je tiens, et nous tenions avec Gilles Jacob, et c'est la même chose avec Pierre Lescure, à ce que l'argent public reste. On n'a pas envie que la Palme d'Or soit sponsorisée. On n'a pas envie que Cannes soit aux mains des privés. On n'a pas envie qu'un jour, un sponsor vienne nous dire « ça serait peut-être bien de sélectionner tel ou tel film, là, parce que nous, ça nous arrangerait ». On ne veut pas être pieds et poings liés avec de l'argent qui viendrait finir par infléchir nos choix. C'est évidemment pas le cas de ceux qui sont responsables de l'argent public, nos tutelles, le ministère de la Culture, le CNC, n'interfèrent en rien dans les choix, même quand ils peuvent... Mais déjà, avec 50% de sponsoring, il n'y a pas déjà des effets comme ça? Non. Et en même temps, vous êtes un peu continuellement obligé de danser avec le diable, puisqu'on a à la fois des égéries de L'Oréal et des actrices de L'Oréal, voire des amies, en l'occurrence avec Nicole Kidman. Et vous parliez tout à l'heure de l'inefficacité des pressions, mais il y a sûrement une puissance de la séduction dans ce jeu-là. Alors revenons quand même aux 4 piliers cannois. Vous en avez dit déjà quelques-uns. Les auteurs, ça c'est la sélection. Le glamour, parce que c'est l'image de Cannes. Le marché du film et les médias, la presse. Si l'un de ces piliers est moins fort, le festival se déséquilibre. C'est-à-dire que, y compris sur des chaînes de télévision comme Arte ou sur des journaux dont on pourrait penser que ce n'est pas leur problème, si vous faites un festival sans stars, ils seront les premiers aussi à le dire. On s'emmerde. Il n'y a pas beaucoup de stars, c'est pas très sexy, c'est pas très glamour. Bon, ça fait partie de l'image. À tort ou à raison, c'est comme ça. Les auteurs, c'est la sélection, et là, on se retrouve avec d'autres reproches qui là sont faits sur, ah oui, c'est des films un peu exigeants. Bon, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un film exigeant, je ne sais pas ce que c'est qu'un roman exigeant. Il y a des créateurs qui sont là et le lecteur ou le spectateur est supposé, s'il est là, le voir ou le lire avec son propre talent. Bon. Donc une fois qu'on a dit ça, non, il y a les égéries de L'Oréal, par exemple. D'abord, il arrive que ce soit en sens inverse. Par exemple, lors de ma 2e année, j'avais montré un film qui s'appelait Devdas, qui était une grande comédie musicale indienne. Il y avait cette actrice qui s'appelle Aishwarya Rai, qui était une star en son pays, mais seulement en son pays. Nous lui avons donné égérie de L'Oréal. Une aura internationale, et L'Oréal a signé ça. Leila Bekti, qui est une jeune femme et une jeune actrice française très extraordinaire, une personnalité tout à fait formidable, s'est beaucoup posé de questions. Elle m'en a parlé avant d'accepter ou pas de devenir une égérie L'Oréal. Et quand Leila Bekti monte les marches, même si c'est avec L'Oréal, elle est Leila Bekti d'abord. Et Thierry Frémaux, est-ce que quand vous voyez ça, ce jeu de dupes, parfois aussi, sans poser de point de vue moral, est-ce que le cinéphile, vingtenaire, bénévole à l'Institut Lumière n'est pas un petit peu malheureux des contresens qu'il peut y avoir? Moi, par exemple, je vais vous donner 2 anecdotes. La première, c'était un responsable de cinéma d'une chaîne de télévision importante en France qui me disait que les seules raisons des dizaines de millions qu'il investissait dans le cinéma, c'était de pouvoir amener son président une fois par an à Cannes sur le tapis rouge pour embrasser des stars. Je vous coupe tout de suite, tant mieux. Le président vient monter les marches, mais il signe un chèque important pour que le cinéma français soit financé. Alors, deuxième anecdote, la première fois que je me suis rendu à Cannes, c'était il y a quelques années et le premier film, c'était en sélection parallèle, à Un certain regard. Et je me suis retrouvé, je me souviens plus du tout du film que j'avais vu, mais je me souviens très bien que j'étais assis à côté de 3 lycéennes. C'était une projection de l'après-midi qui, apparemment, il y avait un léger malentendu, puisqu'elles étaient plus habillées pour rencontrer Brad Pitt que pour rencontrer une forme expérimentale du 7e art. De toute évidence, on avait affaire à une population locale, jeune, sensible, mais pas encore sensibilisée à la cinéphilie. Et vous, comment vous appréhendez ce public-là ? Alors d'abord, la proportion des lycéennes ou des lycéens à Cannes, c'est très peu. La salle du Certain Regard fait 1200 places et donc 3 lycéennes, c'est très peu au regard de ça. Donc le public majoritaire qui est là n'est pas là pour ça. À part ça, comme partout, les collectivités territoriales, la région PACA en l'occurrence, veut favoriser l'accès des lycéens, des jeunes spectateurs au Festival de Cannes. Et nous, on le fait volontiers. Bon, le type de malentendu dont vous parlez, il est permanent. C'est-à-dire que... Et c'est ça qui est beau aussi. On va à Cannes, on ne sait pas ce qu'on va voir. Les gens souvent disent, je vais voir le film colombien, je vais voir le film singapourien, ils ne connaissent pas les auteurs, on ne sait pas ce qu'on va voir. Parfois ça vous parle, parfois ça ne vous parle pas.
pour revenir à certains de nos sponsors qui vont venir certains de leurs clients, quand ce sont des séances, disons, grand public, des séances événementielles de 19h sur le tapis rouge, ça va, mais ceux qui iront voir le Houssia Houssienne à 22h30 et qui se retrouveront là, peut-être seront-ils, et tant mieux, et je pense à la figure de Jean-Pierre Bacry dans le film d'Agnès Jaoui, où le type, patron de PME, gros beauf de province, est stupéfait par la poésie et la beauté. Non, le goût des autres. Le goût des autres. Et tout à coup, il est touché par l'art, et ça reste quand même notre mission. Mais on sent bien que parfois sur certains films, dont je dis toujours qu'ils sont à structure narrative lente, pour ne pas dire qu'ils sont ennuyeux, on sait très bien qu'il y a un petit choc des cultures avec une partie du public cannois. Mais on peut aussi se féliciter qu'il y ait ça. C'est-à-dire qu'il y ait en permanence ce mélange des choses et que tout le monde, in fine, finit par s'y retrouver. Moi, ce qui m'amuse toujours, par exemple, on avait eu quelques petits allers-retours avec Michel Onfray sur Twitter, où le type qui tient son compte, je ne sais pas si c'est lui, mais donc évidemment, on était dans les clichés anti-Cannes. Et puis après, il dit « Ah, les neiges de Kilimandjaro de Robert Guédiguian, voilà, c'est un bon film. » Oui, ben c'était à Cannes. Et Robert Guédiguian, que nous accueillons à nouveau cette année pour un film sur la mémoire arménienne, a décollé, si j'ose dire, a vu sa carrière décoller grâce à Marius et Jeannette, qui étaient au Festival de Cannes. Alors justement, quelle finalement vision du cinéma vous défendez? Est-ce que vous êtes dans une pure logique festivalière où il faut qu'il y ait un peu de tout pour tout le monde, avec le risque du coup de ne pas avoir vraiment de choix tranchant, après, c'est pas que Cannes qui est pris, c'est beaucoup la culture qui est prise dans cette logique festivalière qui ressemble des fois au café gourmand, c'est-à-dire un peu tous les desserts et puis basta. Ou est-ce que vous quand même défendez une vraie idée parmi les centaines de films que quand même vous avez vus avant de faire une sélection, enfin des sélections, parce qu'il y en a plusieurs? Ça, je peux répondre, et presque à titre personnel. Moi, je suis un spectateur qui ne fait pas de différence entre les Tontons Flingueurs et Pierrot le Fou. C'est-à-dire que dans sa catégorie, un film doit être réussi, doit apporter, doit livrer, en gros, ce qu'était son projet. Là-dessus, j'ai été formé par Jean Douchet, c'est-à-dire quel est le projet, quel est le résultat. Une comédie doit faire rire. Un film qui se veut expérimental ou qui veut aller du côté des inventions formelles, alors il faut qu'il invente formellement. D'ailleurs, on est un peu en fin de cycle de ce point de vue-là. Il y a 120 ans de cinéma, et il y a 20 ans, 25 ans, quand sont apparues des formes cinématographiques assez neuves, venues d'Asie. Soit d'ailleurs du côté de l'action, un type qui a lui tout seul réinventé le film policier, qui était John Woo, inspiré d'ailleurs de Melville, ou au contraire, j'ai cité Houssia Houssienne, il y en aurait d'autres, des gens qui, comme au fond, appliqués au cinéma, peuvent le faire des poètes, des écrivains, des musiciens. La musique asiatique n'est pas la musique européenne, n'est pas la musique latino-américaine. Pourquoi le cinéma devrait-il? On le sait, c'est Hollywood, et c'est depuis 1914, où on est soumis à un objet sacré qui est le film d'1h30, avec une narration, avec du suspense, etc. C'est comme ça. N'empêche qu'à Cannes, précisément, on est là pour faire valoir les formes nouvelles de l'art. Et moi, comme cinéphile, venant et travaillant toujours dans une cinémathèque, je me pose les mêmes questions à l'intérieur de l'histoire du cinéma. On n'est pas sur la géographie, on est sur la verticalité de l'histoire. Et la ligne éditoriale de Cannes, elle se dessine quand même. J'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. Ne serait-ce que pour le dire de façon provocante. En fait, elle se dessine, on le voit bien, et on voit bien d'ailleurs quand on regarde au palmarès, c'est en gros le cinéma de mise en scène. C'est en gros le cinéma comme un art et comme un acte de création, et précisément pas comme un acte commercial ou un acte populaire. Mad Max, qui est en séance spéciale et qui est le grand événement mondial de ce mois de mai 2015, est en sélection à Cannes hors compétition. C'est un gros film qui permet de faire venir aussi un gros studio qui est la Warner. Mais c'est un film signé par George Miller, considéré comme l'un des pères du nouveau cinéma australien, enfin celui des années 70. Et c'est un film dont, pour l'instant, les premières projections disent bien qu'une partie de la presse auteuriste le considère comme un film d'auteur. Mais alors pourquoi, on va venir un instant sur la sélection de cette année, pourquoi vous n'avez pas pris par exemple les films d'Arnaud Desplechin ou Miguel Gomez qui sont quand même des cinémas reconnus comme des inventeurs de formes et de cinéma de mise en scène? Alors je veux bien en parler avec vous, mais vous ne les avez pas vus. C'est vrai. Et je veux bien en parler avec vous, mais vous n'avez pas vu les autres films. C'est-à-dire qu'on peut parler de tout ça au mois de juin. Et là, je vous expliquerai mes choix. Et si vous êtes en désaccord, vous me le direz. Et
ça sera peut-être recevable. En tout cas, ce qui a été dit avant et après l'annonce de la sélection, c'était que effectivement, c'était des films d'une grande qualité du point de vue des cinéphiles et journalistes. Mais personne ne les a vus. Non, très bien. Mais ce que vous avez dit en tout cas, c'était que vous êtes orienté vers une tentative de renouveler un petit peu ce qu'on appelle aussi le cercle des abonnés cannois. La question, c'est est-ce qu'en renouvelant ce cercle des anciens abonnés, est-ce qu'on ne crée pas un nouveau cercle d'abonnés? En l'occurrence, est-ce que May Wen ne va pas devenir une habituée du Festival de Cannes, ou Isil Lebesco, façon aussi de répondre à la polémique d'il y a 2 ou 3 ans sur l'absence de femmes dans le cinéma français. Oui, alors là, il y a plein de problèmes qui sont passionnants, hein. Alors d'abord, sur la question des abonnés, moi, je conteste cette version des choses. Alors je précise pour les abonnés, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant, ce n'est pas les abonnés comme à Mediapart, c'est les réalisateurs qui reviennent, quel que soit le film qu'ils font. Quasiment. Voilà, qui auraient leur ronde serviette. Bon, d'abord, la frontière est fragile entre un supposé abonnement et une réelle fidélité. Bon. Et puis la frontière est tout à fait claire entre les grands cinéastes et ceux qui ne le sont pas. Bon. Il y a toujours eu cette tradition dans les années 60 d'accueillir Tarkovsky, Antonioni, Bergman, Fellini. Bon. Les maîtres. Ceux qui, à l'époque, ne passaient pas pour les maîtres. Rappelons que l'Aventura fut sifflée, que la Dolce Vita fut sifflée. On voit toujours ça avec le recul et la postérité qui a construit une image définitive et parfaite des grands maîtres en question. Les grands maîtres d'aujourd'hui, évidemment, on n'a pas le recul, mais ils existent, ils sont là, et on les accueille régulièrement. Je disais récemment que si vous enlevez les recordman du monde du 100 mètres, vous aurez quand même 8 coureurs qui vont courir, mais ils iront moins vite. Bon. Donc à Cannes, on est là, les gens, y compris parfois c'est même un problème, c'est aussi une chose sur laquelle vous pourriez m'interroger. Qu'est-ce qui fait aussi que des gens sont tellement obsédés par Cannes qu'ils attendent, ils font des films pour Cannes. Bon. Et qui parfois d'ailleurs sont déçus. Bref, en tout cas... Enfin, vous savez pourquoi. Parce que pour tout un tas de réalisateurs et pour un certain cinéma, Cannes est inévitable pour exister, pour accéder à cette petite visibilité qui leur permettra de J'ajouterais vivre. une chose que les gens savent peu, c'est le dialogue permanent que j'entretiens avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose, si j'ose dire, d'humain, de relationnel, qui fait qu'ils ont très envie d'être là, quoi. Parce qu'il y a une légitimité du regard qui sera porté sur leur film par le jury, par les critiques, par la communauté festivalière cannoise, qui est incomparable et qu'ils n'obtiendront nulle part ailleurs. Alors, les abonnés, donc, on nous le reproche, et c'est pas complètement vrai. Bien sûr qu'on retrouve régulièrement des gens en sélection qui ne sont pas venus depuis longtemps. Par exemple, cette année, Gus Van Sant n'est pas revenu depuis très très longtemps. Todd Haynes n'est pas revenu depuis 15 ans. Ils sont déjà venus, mais ça n'est pas des abonnés. Par ailleurs, Cannes a toujours fait son travail de renouvellement et de mettre sur la carte mondiale des noms nouveaux venus de Corée, du Mexique, de Roumanie. On a toujours fait ce travail. Mais il se trouve que, et en particulier sur le cinéma français cette année, qui est une année très riche, et pour en témoigner, c'est pas seulement ce que moi je peux en dire, c'est ce que mes collègues de la Semaine de la Critique ou de la Quinzaine peuvent dire aussi et peuvent faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films français. Et ça, c'est pas parce que vous êtes un ministre mondial du cinéma français? Non, justement, nous on fait très attention à bien dire Cannes n'est pas un festival français, Cannes est un festival en France. Et là, je m'attends bientôt à voir le CNC, avec raison de son point de vue, mais moi ça m'effraie, dire regardez, la France est partout. La France est partout. La France prend soin de son propre cinéma, mais prend soin du cinéma des autres aussi. J'aimerais qu'on regarde un autre extrait de l'INA, mais rassurez-vous, il date de 1968, donc normalement vous n'êtes pas dessus, ou alors vraiment... Oui. On donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus, maintenant ça va être les métros et les bus. Alors si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien c'est franchement ridicule. Il s'agit de manifester avec un retard d'1 semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Ce que dénonçait à ce moment-là Jean-Luc Godard, François Truffaut, c'était l'indifférence du Festival de Cannes au monde qui l'entourait, à la révolte qui secouait alors la France au printemps 68. Est-ce que ça a vraiment changé? Oui, ça a beaucoup changé. D'abord, le fait que Cannes se soit arrêté en 68 prouve que le festival, et au fond par l'absurde par rapport à ce que Godard disait, après il faut prendre aussi les choses avec mesure, on est en mai 68, mais prouve que le festival est complètement en phase tout le temps avec sa société.
On applaudit quand on le dit des cahiers du cinéma. Antoine Debec a fait une longue biographie des cahiers du cinéma, une longue histoire des cahiers du cinéma pour dire, finalement, même les erreurs des cahiers sont formidables parce que ça prouve que c'était les erreurs de l'époque. Quand, par exemple, les cahiers du cinéma étaient hermétiques dans la période Mao des années 70 à toute la jeune nouvelle génération du cinéma américain que les mêmes cahiers aujourd'hui sacralisent. Bon. Mais en effet, tout ça est le reflet culturel de ce qu'une revue ou un événement peuvent être, et Cannes, de ce point de vue-là, incarne bien. De la même manière que j'ai coutume de dire que nous, on sélectionne les films, et après, c'est à la presse. C'est aux critiques, c'est à l'opinion cannoise d'en faire les conclusions et de dire finalement, voilà. Parce que rappelons aussi que là, je suis toujours sur le feu nourri des questions juste avant Cannes. Et en effet, face à des gens qui n'ont pas encore vu les films, mais moi j'adorerais qu'on vienne me parler de Cannes au mois de février. Quand tous les films sont sortis, quand tous les films ont été récompensés, quand nos choix, globalement, mais j'allais presque dire, mais je ne veux pas apparaître arrogant, quasiment de façon absolue, sont validés. Par la presse, parce que la presse aussi, parfois, il lui arrive de ne pas aimer un film à Cannes, puis 3 mois plus tard, quand le film sort, de dire « Ah si, finalement, c'est bien ». Nous, on a quelques minutes pour donner notre point de vue à une production, quand on voit un film, pour dire « on prend pas ». Bref, mais donc ça, ce serait très intéressant. Mais disons que après, c'est à la presse de faire cette ligne. Et ben, de la même manière, on se fait parfois un petit peu critiquer. Ah oui, Cannes... c'est le glamour, c'est la croisette, c'est le tapis rouge, c'est les palaces, et puis les horreurs du monde sur l'écran. Oui, mais heureusement. On ne va pas montrer... Par exemple, un ministre de la Culture qui venait pour la première fois au Festival de Cannes, arrive et regarde la croisette et dit mais c'est la quinzaine commerciale ici. Je lui dis, monsieur le ministre, c'est la quinzaine commerciale, donc on revient à votre question, mais c'est comme les aciéries de Lorraine, il y a quelques années. Quand les aciéries fumaient, c'était pas beau, il y avait de la fumée. Mais quand elles se sont arrêtées de fumer, c'est qu'il n'y avait plus de travail. À Cannes, c'est pareil. Le jour où la croisette ne sera plus une sorte de sapin de Noël avec les gens qui viennent faire de la pub pour des films, par ailleurs. Et moi, je me souviens toujours, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Sylvie Piala, de cette pub fantastique qu'avait acheté Gaumont sur la façade du Majestic et qui s'appelait Lyon, Maurice Piala. Parce que Piala avait un projet de film sur Lyon et j'ai jamais retrouvé une seule photo de ce panneau publicitaire. Bref, tout ça prouve que Cannes, mais surtout le cinéma, est vivant et reste là. Je rappelle que le cinéma, Jean-Michel Frodon avait écrit des choses très belles là-dessus. Le cinéma, longtemps, a été seul, puis est arrivé la télévision, puis maintenant c'est la vidéo, le DVD, Internet, les images sont partout. Et le cinéma en tant qu'art et le cinéma en tant que pratique sociale et culturelle continue de résister. Et nous, notre travail, moi je ne me parlais pas des séries télévisées, je ne saurais pas vous en parler. Mon truc, c'est le cinéma. Alors, mais pourquoi pas prolonger la réflexion, ou du moins une question par rapport à ça. Vous disiez que les cahiers du cinéma étaient riches de leurs erreurs et que Cannes était toujours dans le temps politique, mais on peut se demander si, de ce point de vue-là, il n'a pas été plutôt un théâtre, comme on l'a vu avec Godard et Truffaut, plutôt qu'un acteur politique. Et on pourrait raffiner le terme politique. Hein. Soit très concrètement, on a vu récemment à Pusan, à Istanbul, hein, des problèmes, des enjeux très directs qui engagent le travail de programmation et son impact politique. On pourrait parler aussi... C'est-à-dire des festivals de films qui ont été censurés, dont le délégué général a été viré. Parce que la programmation a été jugée trop politique. Le délégué général de Poussin n'a pas encore été viré, et s'il ne l'a pas été, c'est précisément grâce au Festival de Cannes et à notre intervention. Après, on peut s'interroger aussi sur la politique des images, hein, sur le partage du sensible, hein, pour prendre l'expression de Rancière. Vous disiez, ne me parlez pas de séries, mais on pourrait questionner, se demander si Cannes, à force de servir l'avant-garde du cinéma, ne dessert pas l'avant-garde de l'image, qui est au-delà de l'écran. Et je pense de ce point de vue-là que un des rivaux, un des modèles ou un des contre-exemples du festival est moins à chercher du côté de Venise, de Berlin ou Toronto que du côté d'Austin, où là on a une explosion des frontières qui vont du jazz jusqu'aux nouvelles technologies. Et le dernier point, pour rebondir sur mes petites lycéennes que je n'ai pas oubliées, c'est qu'il y a aussi un travail local, je veux dire, parce que le festival, les Homo Festivus qui viennent à Cannes pendant une quinzaine, délaissent la Croisette ensuite. Et la population locale et leur rapport au cinéma est un peu laissé en jachère, alors même qu'il pourrait y avoir un enracinement. On sait par exemple que la direction du Festival d'Avignon s'est implantée à Avignon. On pourrait se demander si la place du délégué
général du Festival de Cannes n'est pas à Cannes. Oui, alors là encore, beaucoup de réponses à apporter. D'abord, vous avez complètement raison, et moi je le déplore, mais j'ai un peu aussi le sentiment que j'arrive presque, ça recommence pour moi, non pas parce que Gilles Jacob n'est plus là, mais parce qu'on vivait quand même sur un modèle et un questionnement de la structure Festival de Cannes qui était issue des années 60 et 70, qui était la formation culturelle intellectuelle de Gilles Jacob. Et par exemple, en effet, Cannes a toujours eu comme habitude, au fond, d'arriver, c'est comme dans le film de Granier de Fer, on arrive et puis on s'en va. Or, il faut s'implanter un peu plus. Moi, je suis sensible à cette idée que Cannes doit aussi être une ville de cinéma toute l'année, ce qu'elle n'est pas. Ça n'est pas que de notre faute, parce que vous nous prêtez aussi beaucoup de vertus et de pouvoirs que malheureusement on ne peut pas avoir ou exercer, mais il est sûr que les choses doivent évoluer. Mais malgré tout, il faut lire ça sur le long terme. Moi qui suis passionné par les années 70, dans lesquelles j'ai grandi, et par ce que je n'appellerais pas des égarements intellectuels, mais qui étaient quand même, les gens allaient en effet très loin, là, ce que Godard dit, vous imaginez qu'aujourd'hui, quelqu'un dise on décapite des gens sur cette planète et on fait le Festival de Cannes. Moi, j'adorerais que quelqu'un le fasse. C'est comme quand on vient nous chercher sur les femmes cinéastes, alors qu'il y en a, ça va, et il y en a plutôt plus à Cannes qu'ailleurs. Mais j'adorerais que des gens disent on va arrêter de parler de ça et on va parler des femmes qui sont violées en Inde. Donc de toute façon. Mais alors pourquoi personne ne le dit? Parce que la société n'est plus à ça. Ou on peut revenir à une autre phrase de Godard. Alors c'était au César, c'était pas à Cannes, mais sur voilà, c'est les professionnels de la profession. Est-ce qu'on arrive à dépasser ça? Mais Godard, quand il fait un film, il donne pas sa caméra au premier passant venu. Il est un professionnel, et les professionnels de la profession étaient un truc à l'intérieur d'une profession, et que Cannes est un festival professionnel qu'au contraire on ouvre de plus en plus au public. Mais il faut pas rêver. Au départ, Cannes est un festival professionnel pour montrer des films à des critiques et à des vendeurs, à des acheteurs, à des producteurs, etc. C'était fait pour ça. Et c'était fait aussi pour, et on n'est pas les seuls dans ce cas, pour que les hôteliers fassent un peu de chiffre d'affaires, etc. On peut remettre tout ça en cause, bien sûr, ou en tout cas on peut le questionner. Et moi, ça me plaît beaucoup de parler de tout ça avec vous. Mais à l'arrivée, c'est au fond, est-ce que Cannes, on revient à cette question, sert à quelque chose? Oui, il sert à tout ça. Il sert aux créateurs, il sert au cinéma. Mais quand Apichatpong Weerasethakul a gagné la Palme d'Or, il raconte dans un film qu'on montre là, sur la Palme d'Or qu'il a été accusé de l'avoir acheté, parce que dans son pays, les choses s'obtiennent par la corruption. Bon. Donc il a été, dans son pays, accusé d'avoir acheté la Palme d'Or. Et puis nous, on a été accusés, une nouvelle fois, de récompenser un film que personne n'ira voir, sauf qu'il a multiplié ses entrées par 20 grâce à la Palme d'Or. Je discutais il n'y a pas longtemps, il était à Paris avec Michael Moore, on reparlait de cette époque-là. Bien sûr que la Palme d'Or de Michael Moore est une Palme d'Or éphémère, parce que Fahrenheit n'est pas un grand documentaire. Il a fait un travail meilleur, Michael Moore. Bowling for Columbine, par exemple, quand on l'a mis pour la première fois en compétition, un documentaire de cette nature-là, ce fut un événement important. Mais au fond, il y a quelque chose dans l'histoire de Cannes qui témoigne de ce que, en 2004, Cannes portait les enjeux de la planète, qu'on porte encore aujourd'hui, puisque c'était un film qui combattait l'engagement de l'armée américaine en Irak. Bon, voilà, donc au lieu de continuer de se moquer, mais moi j'ai eu même des trucs, des responsables cannois me disaient si jamais nous perdons notre clientèle américaine, vous en serez directement responsable. Alors pour une fois, on avait un palmarès qui était commenté par la Maison Blanche. Et alors, vous appelez de façon relativement revigorante à faire de Cannes, non pas, comme disait Agnès Varda, un bordel un peu vulgaire, mais plutôt une espèce de fête un petit peu révolutionnaire. Si, elle a dit très exactement, oui, Cannes, un grand bazar un peu vulgaire. Fin de citation. Sauf quand on monte ses films. Sauf quand on monte ses films, évidemment. Mais elle le dit d'une voix douce qui fait passer l'agression pour une caresse. Mais en l'occurrence, on peut se demander si, avec Cannes, les organisations n'ont pas un peu plus de mémoire que les gens qui les incarnent. Et on peut se demander si les dispositifs cannois, notamment de validation, hein, pas forcément de sélection, mais de validation, avec une notion de jury, qui ressemble un peu à une commission d'administration, et le bon dispositif pour juger d'une singularité. Puisqu'on sait que le jeu des commissions amène plutôt à récompenser le 12 sur 20 que l'émergence et l'expérimentation. Pas Cannes.
Je suis d'accord sur l'histoire des commissions. Quelqu'un disait, quand on veut ne pas résoudre un problème, on crée une commission. Le jury n'est pas une commission. Et j'ai coutume de comparer ça à la course cycliste Paris-Roubaix, qui est une loterie, mais tous ceux qui la gagnent sont de grands champions. Donc si vous regardez, par exemple, les palmarès de Cannes, si vous prenez que les Palmes d'Or, à quelques exceptions près, ce ne sont que des grands films signés par des grands auteurs. Donc à l'arrivée, évidemment, il y a des grands absents, mais Bergman n'a jamais eu de Palme d'Or, Pedro Almodovar n'a toujours pas de Palme d'Or, mais Alfred Hitchcock n'a jamais reçu d'Oscar. Alors que John Ford en a gagné énormément. Donc de toute façon, ce genre de choses qui fait qu'on compare des œuvres d'art ensemble, qu'on fait une compétition, il faut en admettre le principe, sinon c'est même pas la peine qu'on soit ici réunis. Parce qu'en effet, je suis d'accord, c'est assez absurde. Woody Allen... Comme Woody Allen. Woody Allen, chaque année, je lui propose d'être en compétition, il se moque de moi. Et après, je lui dis, je vais faire plus, je vais te proposer de venir comme président du jury. Il dit, mais Woody Allen n'est pas allé chercher son Oscar. Il jouait de la clarinette dans son club de jazz à New York. Donc après, chacun fait comme il peut. J'ai invité 100 fois Barbet Schroeder dans un jury. Il m'a dit, je ne veux pas me retrouver à juger mes collègues. Les frères Cohen, présidents du jury cette année, disent, alors qu'ils ont longtemps pas voulu, ils disent, allez, on veut parce qu'on a envie de savoir ce qu'est le cinéma mondial. On a envie de faire ce voyage-là. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi retenir. Après, à Cannes, chacun prend ce qu'il doit prendre, et je crois que ça nourrit les choses. Et pour finir sur les flics qu'on voyait dans l'extrait, y compris ça, c'est vrai que Cannes est un peu le lieu était plus, un peu moins maintenant, de toutes les humiliations. Quand vous montez les marches, quand vous passez devant les photographes, vous avez le sentiment de l'imposture, mais tout le monde, là, Brad Pitt compris. Qu'est-ce que je fais là? Je pense que quand même, les différents niveaux d'accréditation font que ce n'est pas tout à fait la même humiliation. Non, je vous assure. Mais on essaie de corriger ça. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune festivalier, la première fois que je suis venu, c'était en voiture de Lyon, après avoir obtenu mon permis de conduire, et je voulais y être, et j'ai vu aucun film. Et il n'y a pas longtemps, j'étais en Corée, et une jeune productrice coréenne me dit « Ah, c'était mon premier Cannes, mais qu'est-ce que j'étais ému, c'était formidable. » Bon, bien sûr, je n'ai pas pu voir de film, mais j'étais tellement content d'être là. Et j'ai senti tout à coup une compassion pour cette fille très passionnée par le cinéma, par Cannes, et qui n'avait pas, je me sentais une culpabilité énorme de voir quelqu'un qui me disait Cannes est un truc fantastique, alors qu'elle n'avait pas pu voir de film. Mais elle était venue pour travailler. Bon, on vous fera revenir cet hiver quand on aura vu tous les films. Voilà. Merci beaucoup Thierry Frémaux. Olivier, on se retrouve dans un petit mois pour un nouvel épisode de Contre-champ. Merci beaucoup.